Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des livres que j'ai envie de lire pour mes 30 ans. Il y a quelques semaines, j'ai fêté mes 30 ans et aucune émotion autour de ça, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de me poser, de regarder ma bibliothèque et de voir quels livres sont encore présents et non lus que j'ai vraiment envie de lire cette année. Donc, j'ai un an pour le faire. Il y a beaucoup de livres. J'en ai choisi 31. Voilà. J'ai décidé de pas reposer pour faire exactement 30 livres à lire pour mes 30 ans parce que c'est pas le cas. J'ai envie d'en lire plus. Je crois même qu'il y en a 33. D'abord, je vais vous poser là et je pense qu'on va commencer par la littérature russe. Et en même temps, ce sera l'occasion de vous parler un peu de pourquoi j'ai envie de les lire, qu'est-ce qui me plaît chez ces auteurs, quels sont ces livres et pourquoi est-ce qu'ils m'intéressent. Voilà. Alors, je vais commencer donc par les Russes, qui ont été pour moi une découverte en 2024 avec Anna Karenina de Tolstoï et Guerre et paix du même auteur. Et depuis, j'ai aussi lu Les Nuits blanches de Dostoïevski, mais je l'ai lu en anglais. Et du coup, je pense pas que j'ai vraiment saisi l'histoire, ça ne m'a pas du tout touchée alors que tout le monde était en train de pleurer. Du coup, j'ai pas spécialement envie de le relire, mais j'ai quand même envie de lire d'autres Dostoïevski qui m'intéressaient parce que les titres en eux-mêmes m'intéressaient, pas à cause des Nuits blanches. Il y en a trois très gros livres, hein, littérature russe, j'ai envie de vous dire, c'est un peu régulièrement le cas, bien qu'il y ait aussi des nouvelles ou des poèmes. Et on va commencer avec Crime et Châtiment, le chef-d'œuvre de Dostoïevski qui marque l'histoire, qui est apparemment, d'après Eve Antonov, qui a une super chaîne YouTube que je vous recommande, qui est un décadent et qui l'a fait tomber amoureuse de la littérature décadente. Ce livre, très honnêtement, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais lu le résumé et que ça me donnait envie. Je l'ai acheté juste parce que le titre m'intrigue énormément et parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Avec le temps, j'ai vu forcément des résumés, donc ça parle d'un meurtre, si je me souviens bien, et on va suivre la personne qui a commis ce meurtre et ses pérégrinations intellectuelles. Je dois le lire avec une amie, normalement, c'est prévu dans les mois qui viennent. Je pense qu'on va prendre notre temps, et vraiment, je suis hyper excitée à l'idée de lire ce livre, et je vais peut-être pas vous dire ça pour tous les livres, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais du coup, Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ensuite, il y a Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Alors, ce livre, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas sauté dessus jusqu'à ce que quelqu'un qui me connaisse très bien me dise que c'est un livre qui devrait me plaire et qui devrait me faire me poser des questions sur ma vie. Donc, évidemment, je l'ai acheté et j'ai envie de le lire plus tôt que plus tard. Je crois que c'est une femme qui parle avec le diable et j'aime beaucoup l'idée. Et enfin, il y a Résurrection de Tolstoï. Et celui-ci, j'ai envie de le lire juste parce que j'ai envie de le lire. Le titre, pareil, m'intrigue énormément. Et l'auteur, donc j'ai lu Anna Karenina, que j'ai adoré, dévoré, pas dévoré, dégusté, annoté, réfléchi. Enfin vraiment, ce livre m'a énormément marqué. J'ai encore des images vivides de descriptions qu'il a faites de la campagne russe. On aurait dit des tableaux impressionnistes. C'était vraiment très beau. Les réflexions autour du mariage, de l'amour, de la place dans la société au 19e siècle. J'ai été hyper surprise par la proximité de la France et de la Russie à l'époque et j'ai trouvé ça génial et en même temps très triste de dire qu'aujourd'hui on est dans cette espèce de combat alors que c'était presque la petite sœur de la France, enfin vraiment. Je trouvais ça génial. L'ironie aussi qu'il peut y avoir dans ces textes et toutes les réflexions qu'il y a autour de la religion, des croyances. Tolstoï est très croyant. Et c'est notamment pour ça que ce titre m'intéresse, puisque je trouve qu'il se rapproche forcément de concepts chrétiens, catholiques, avec la résurrection du Christ. Il y a peu de temps, je suis tombée sur un commentaire qui disait que c'était un des chefs-d'œuvre de Tolstoï dont on parlait moins. Et j'ai tellement été déçue par Guerre et paix, parce que c'est quand même un très long livre qui ne m'a pas remué autant qu'Anna Karenina et dont je ne garde qu'une image très belle, au demeurant, mais qu'une seule. Alors que Résurrection, je pense, sera beaucoup plus proche du type de livre que j'aime. J'ai envie de vous parler des Français, de, pareil, mes amours. Ah là là, je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante d'avoir accès à tous ces livres, c'est fou. D'abord, je vais vous parler d'Alexandre Dumas, qui a été une découverte absolument flamboyante l'année dernière, qui fait partie de mon top 1. Clairement. Il a écrit donc Le Comte de Monte Cristo, qui est un livre que j'ai
adoré lire, adoré suivre. J'ai eu le cœur qui palpitait à de nombreuses reprises. J'ai versé des larmes au bout de la 200e page. Tout le récit autour de la Providence, cette histoire de vengeance est absolument génialissime. Ensuite, j'ai lu Les Trois Mousquetaires parce que vous avez voté pour que je lise Les Trois Mousquetaires sur Instagram et franchement, j'ai adoré et j'y pense tout le temps. J'ai trop envie de continuer la série des Trois Mousquetaires qui a 5 livres du coup. Les Trois Mousquetaires 20 ans après et après c'est le Comte de Bargeronne, si je me souviens bien, qui est en 3 tomes. Une écriture incroyable, un don pour le suspense, ne pas avoir de retenue dans les scènes de gore, il est génial, il est vraiment génial. Un autre de ses génies, dont j'ai très peu entendu parler, mais qui personnellement m'intrigue énormément, que j'ai demandé à avoir pour mes 30 ans, et donc que j'ai envie de lire pour mes 30 ans, qui m'a été offert par ma chère petite maman qui m'a mis une dédicace. J'ai quand même envie de vous lire le résumé ici parce que j'ai envie de me redonner envie. Ah non, ultime chef-d'œuvre de Dumas, ce serait donc son dernier livre, peut-être le plus abouti. Création et rédemption renferme à la fois une chronique tumultueuse de la Révolution française, une histoire d'amour à rebondissements et un récit merveilleux qui fait la part belle à l'alchimie et au magnétisme. En 1785, dans un petit village du Berry, le docteur Jacques Méreille recueille la jeune Eva. Le tuteur et sa pupille tombent amoureux, mais la révélation de la noble ascendance d'Eva les contraint à se séparer. Élu député de la Convention, Jacques part pour Paris, où il côtoie intimement Danton et assiste au tournant de la terreur. Derrière les trajectoires romanesques de ces amants maudits, c'est la scission violente entre le peuple et l'aristocratie d'Ancien Régime que Dumas donne à voir. Magistral plongé au cœur de la tourmente révolutionnaire, ce grand roman oublié retrouve ici son titre et son architecture d'origine, tel que les a pensés celui qui, selon Michelet, a plus appris d'histoire au peuple que tous les historiens réunis. Ah là là. Alors très triste de savoir que c'est son dernier. Ça aura une portée, je pense, pendant ma lecture. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'écrit Michelet sur le fait que Dumas est aussi un professeur d'histoire parce qu'il écrit toujours, comme il le disait. Pour écrire une bonne histoire, il prend l'histoire réelle et il y ajoute du drama. Souvent, il n'a pas besoin d'y ajouter grand-chose parce que l'histoire en soi est toujours pleine de rebondissements et on trouve toujours des petites histoires et des grandes histoires et les deux se mêlent. Donc là-dessus, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai lu un livre de Dumas, que ce soit quelque chose d'humoristique comme Les Trois Mousquetaires ou quelque chose de plus dense en réflexion comme Le Comte de Monte Cristo, j'ai toujours dans le livre, une frise chronologique qui me permet de comprendre ce qui s'est passé ou une note sur la période historique à laquelle ça se passe, bien qu'il y ait des approximations, et vous le verrez dans tous les articles et toutes les vidéos d'analyse des textes de Dumas. Ce n'est pas un bon historien dans le sens où les dates ne sont pas souvent bonnes et que c'est pas exact, mais ça vous force à vous poser des questions et à vous intéresser au sujet, et pour ça, merci Dumas, et juste pour tout, quoi. Enfin, quelle œuvre incroyable. Et me dire qu'il a écrit des centaines de livres me dit que j'en aurai pour toute ma vie avec lui, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve assez beau. Ça me donne envie du coup de faire une pause sur les Français et de vous parler d'Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, c'est un auteur turc que je n'ai jamais lu, mais qui m'a donné extrêmement envie parce qu'une fois je suis tombée sur la vidéo d'un booktubeur turc qui voulait absolument faire un guide de son auteur favori. Il proposait plusieurs titres d'Orhan Pamuk, qui est donc une légende de la littérature turque, littérature qui m'intrigue énormément après avoir lu Elif Shafak, que j'ai absolument adoré en 2023 avec Crime d'honneur. J'ai été dans une librairie et ils avaient tous ces livres. Il semble qu'Orhan Pamuk écrit encore. Je ne suis pas sûre. Alors, je ne sais pas s'il écrit, mais son dernier livre date de 2019. Donc, il est vraiment très proche de nous, en termes d'âge. Et surtout, il a reçu le prix Nobel de littérature en 2006. Et donc, j'imagine que son œuvre vaut le détour. Pour choisir ce livre, je ne me suis pas du tout inspirée de la vidéo que j'avais vue, et de toute façon, je ne suis incapable de la retrouver. Mais j'ai juste décidé de prendre un livre qui me donne envie à moi. Parce que je suis un peu fatiguée de me laisser influencer et souvent ça fonctionne pas parfaitement bien. Tandis que quand c'est moi qui choisis les titres, je suis souvent bien servie parce que je me connais. Voilà. Ici c'est un livre qui m'a donné envie juste parce que la dernière phrase du résumé, l'histoire poignante d'un homme déterminé à être heureux. Et c'est quelque chose
qui me ressemble. Voilà, je suis déterminée à être heureuse et donc j'ai envie de voir comment Orhan Pamuk, qui vient d'une culture différente de la mienne, qui a vécu à des époques différentes de la mienne, qui a commencé à écrire quand moi j'ai commencé à vivre, comment est-ce qu'il aborde ce sujet. J'ai hâte de découvrir son écriture et j'espère que je vais l'aimer et que du coup j'aurai trouvé un nouvel auteur favori et que je vais pouvoir me plonger dans tous ses livres et que peut-être il m'accompagnera pendant toute ma vie ou en tout cas pendant une bonne partie. Ce que j'aime dans la littérature turque, c'est que je la trouve extrêmement poétique et je pense que c'est dû à l'héritage de leur culture où ils ont énormément d'auteurs qui sont des poètes en fait. Et je trouve que de toute façon la culture orientale ou en tout cas de cette région du monde est souvent très poétique et très versée dans la poésie. Je n'aime pas la poésie. Enfin, j'ai beaucoup de mal à lire de la poésie, j'ai beaucoup de mal à l'apprécier, malheureusement, mais qu'il y ait des auteurs qui écrivent des énormes pavés comme ça et qui soient pleins de poésie, car je ne doute pas qu'ils soient pleins de poésie, il me semble que c'était quelque chose qui était dit dans la vidéo. J'ai très hâte de me plonger dans ces pages et de découvrir l'Istanbul d'Orhan Pamuk. Voilà. Donc, revenons à nos Français. Ensuite, il y a Albert Camus. Donc j'ai lu Les Justes d'Albert Camus, mais je n'en ai pas lu d'autres. Et celui que j'ai vraiment envie de lire, c'est La Chute, juste parce que mon copain a été extrêmement touché par ce livre, et j'ai envie de partager ses pensées, et j'ai envie qu'on en parle. Donc, j'espère que je serai aussi touchée que lui. Je n'ai pas envie de savoir de quoi cela parle, parce que c'est très court, et parce que c'est comme ça que je préfère mes livres, mais encore un prix Nobel de littérature, un peu plus ancien cette fois, puisque 1957, que j'ai très hâte de découvrir dans un format différent que celui du théâtre, pour un livre qui a l'air assez incroyable. Ensuite, nous avons le maître des personnages, le maître des descriptions, le maître Victor Hugo. Victor Hugo, j'ai commencé à lire Victor Hugo avec Le Dernier jour d'un condamné, qui m'avait énormément touchée. Je me souviens quand j'étais en école, je l'avais lu et j'avais absolument voulu le prêter parce que je l'avais trouvé génialissime. Et je l'ai relu en 2023, il me semble, et j'ai ri. Et je m'attendais pas à rire parce que c'est un sujet qui est ultra grave. Si vous ne connaissez pas Le Dernier jour d'un condamné, c'est très simple, on va suivre les derniers jours d'un condamné à mort en France, à l'époque où c'était encore le cas, la guillotine, et on va suivre son chemin intellectuel, ses réflexions, sa rencontre avec sa famille. C'est très touchant, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et je me suis dit, mais attendez, là je parle quand même d'un auteur classique, plébiscité, génialissime, et je ris. Et du coup, je me suis décidée à lire Notre-Dame de Paris, parce que le dessin animé ne me plaisait pas trop quand j'étais plus jeune, mais que je l'avais quand même bien aimé, parce que j'ai grandi à côté de Paris, et donc c'est un monument que j'ai vu plusieurs fois, parce qu'il a brûlé, parce que c'est une pièce maîtresse de la culture et de l'architecture française, et parce qu'il a inspiré de nombreux récits, et notamment celui-là. Et j'ai adoré, mais adoré lire Notre-Dame de Paris. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai l'image de fin qui est gravée dans ma mémoire à jamais et qui m'émeut aux larmes à chaque fois que j'y pense, et j'y pense souvent. Et du coup, j'ai envie de lire plus de Victor Hugo, et en même temps, je sens que je les repousse un peu parce que j'ai envie de les savourer et qu'il n'y en a pas des tonnes. On peut facilement finir son œuvre. Voilà, il y a des auteurs comme ça dont on n'a pas envie de finir les livres, mais Victor Hugo, j'ai quand même en tout cas envie de progresser dans la lecture. Et un autre livre que j'avais lu de lui, c'est Claude Gueux, que je n'avais pas lu d'ailleurs, que j'avais écouté, que j'avais trouvé génial, tellement intelligent, pareil, qui parle de la peine de mort, puisque, si vous ne le savez pas, Victor Hugo était un fervent opposant à la peine de mort, il a écrit beaucoup de discours dessus. Un de ses discours, c'est Claude Gueux. Et il y a peu de temps, j'étais sur Instagram, et Anaïs Bout, qui a un super livre où elle ne lit que des classiques, ce que je trouve absolument impressionnant, franchement, disait qu'elle avait fini de lire tous les Victor Hugo, puisqu'elle est fan. Elle reparlait de Claude Gueux et elle disait qu'il annonçait Les Misérables. Voilà. Donc j'ai envie de relire Claude Gueux, peut-être de la noter, pour après me lancer dans Les Misérables, qui me fait extrêmement peur. Pas seulement parce qu'il est énorme et dense, mais aussi parce qu'il est triste. Pas si je suis prête à pleurer. Je sais que ce livre va m'accompagner pendant très longtemps. Je pense que je vais y passer quelques mois. Et après, je vais être surprise et je vais le lire en 3 semaines. Je n'espère pas. J'ai envie de m'imprégner de ce livre, j'ai envie de faire des recherches, d'y coller des photos, de faire des dessins. J'ai envie d'en profiter au maximum parce que ce livre, vraiment, ça fait 2 ans que je dis que je vais le lire, si ce n'est plus. Et je n'ose pas y aller. Et de toute façon, je n'ai pas le droit d'acheter un Victor Hugo avant d'avoir fini les Victor Hugo que j'ai. Les Misérables en fait partie et c'est celui qui m'attire le plus pour l'instant. Donc, voilà.
C'est... ouais. J'ai très envie de lire Les Misérables et j'ai très peur. J'ai très très peur. Voilà pour les Français dans les classiques. Ah, c'est fou comme à chaque fois que je parle de littérature, ça m'émeut. C'est incroyable. Peut-être pour être dans un mood un peu plus de réflexion, je vais vous parler des essais. Le premier, qui est un récent ajout à ma bibliothèque, c'est La vieillesse de Simone de Beauvoir. Je ne savais pas qu'elle avait écrit ce livre, et quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite acheté sans même regarder le résumé, parce que c'est un sujet qui m'intrigue énormément. J'adore les personnes âgées, elles ont tellement de choses à nous apprendre. J'aime beaucoup mes grands-parents et je trouve que c'est génial d'avoir accès à un monde d'histoires absolument fantastiques qui nous paraissent faire partie de livres classiques à portée de main. On a vraiment de la chance. Parlez avec vos grands-parents, faites des interviews avec vos grands-parents, dessinez, écrivez, enregistrez ce qu'ils vous racontent, c'est tellement précieux. Parle de ce qu'on devient, comment on évolue dans la société, et parce que c'est des gens que j'aime, j'ai envie de comprendre quelle est cette expérience qu'ils vivent en se voyant vieillir et se rapprocher de la mort, ce que ça change dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser. Et bien que je ne sois pas vieille, bien sûr, comme tout le monde, je vieillis. Je trouve intéressant de se plonger dans ce genre de récit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de lire plutôt que plus tard également, qui va me donner envie, je pense, de lire ce livre à la couverture affreuse, et je suis désolée pour vos yeux, voilà, et qui s'appelle Au-delà de la frontière. Pourquoi est-ce que ça me donnerait envie de les lire presque ensemble? C'est parce que ici on suit une grand-mère indienne. C'est un livre qui originellement a été écrit en hindi et qui a été traduit et qui a gagné le International Booker Prize en 2022. C'est un livre dont je suis tombée amoureuse par sa couverture indienne, qui est absolument magnifique. Je vous mettrai une image ici pour que vous voyez à côté de quoi je passe. Que je voulais lire du coup originellement en anglais, mais je me suis dit, il a été écrit en hindi, je vais le lire en français et ce sera très bien puisque de toute façon, il est énorme. Ici, je vais vous lire peut-être le résumé parce que je trouve ça génial. Amma, mère, grand-mère et veuve de 80 ans, abandonne sans un mot la maisonnée de son fils aîné où elle habitait selon la tradition. Hébergée par sa fille, une écrivaine très indépendante, elle découvre une nouvelle forme de liberté et d'amour. Amma s'ouvre alors au monde et à elle-même, aidée dans sa métamorphose par une curieuse aide-soignante, Rosie, une transgenre qu'elle semble connaître depuis toujours. Lorsque cette profonde amitié est brutalement interrompue, l'octogénaire, aussi fantasque qu'attachante, part pour le Pakistan sur les traces d'un mystérieux passé, entraînant sa fille dans cette folle aventure. Est-ce que ça a pas l'air génial? Et juste, avec le résumé, j'ai envie de vous dire qu'on peut se réinventer à n'importe quel âge, et ça, j'espère que ce sera là-dedans, parce que, en tout cas, moi, je pense que c'est vrai. Et en parlant de liberté, j'ai envie de lire De la liberté de Stuart Mill, qui est un essai autour de la liberté. Je pense que, comme tous les essais, ça fait réfléchir à notre condition à nous, à ce qu'on s'impose, à ce qui nous est imposé, etc. Et donc, très très envie de le lire. En parlant de ça et des États-Unis, j'ai envie de me refaire 1984 de George Orwell. Et j'aimerais bien, si l'occasion se présente, acheter également les 2 BD qui ont été publiés il y a cette année, il me semble, sur une réinterprétation graphique de ce classique de la littérature pour tout ce qu'il représente, parce que c'est de moins en moins une dystopie et de plus en plus la réalité, parce que je pense que c'est important de le lire régulièrement. Je l'ai déjà lu 2 fois. J'aime beaucoup ce livre et je m'en souviens un peu plus chaque fois. Là, je commence à le réoublier, donc c'est le moment de le relire. Après avoir lu 1984, il y a 2 livres que j'ai envie de lire. 2 livres qui se passent en 2084, qui est maintenant plus proche de nous que 1984, il me semble. Le premier, 2084, de Boualem Sansal, qui s'appelle 2084, la fin du monde, qui s'inscrit dans la filiation d'Orwell. Alors il y a écrit « Pour brocarder les dérives et l'hypocrisie du radicalisme religieux ». Et ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Dans la même veine, j'ai envie de lire Alain Damasio depuis longtemps, notamment avec La Horde du Contrevent. Mais quand j'ai appris que ce génie de la science-fiction, d'après tout le monde, et en plus il est français, mais regardez-moi ça, né à Lyon, fantastique, qu'Alain Damasio avait écrit un livre inspiré de George Orwell qui s'appelle La zone du dehors, laissez-moi vous dire que dès que je me suis trouvée en France, je l'ai acheté. Ici, on écrit 2084. Orwell est désormais loin. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-démocratie. Souriez, vous êtes géré. Le citoyen ne s'opprime plus, il se fabrique. À la pâte à normes, au confort, au consensus. Copie conforme, tout simplement. Copie conforme, c'est pas copie conforme, c'est copie, une copie que l'on
forme que l'on crée. Le jeu de mots est intéressant. Au cœur de cette glu, un mouvement, une force de frappe, des fous, la volte. Le dehors et leur espace, subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt, philosophe et stratège, le peintre Cameo et le fulgurant Slift, que rien ne bloque ni ne borne, ils iront au bout de leur volution, en perdant beaucoup, en gagnant tout. Et c'est son premier roman. Oh là là, j'ai trop hâte. Alors ça, vraiment, je vous assure, j'ai envie de me faire en fait une session dystopie à un moment. Je pourrais aussi relire Le meilleur des mondes, qui est un livre qui m'accompagne, c'est un des livres de ma vie, hein, clairement. Je l'ai déjà lu 3 fois, je crois. C'est le premier livre dit de lire par une professeure qui a changé ma vie. Et ça, c'est vraiment, ouais, ça, c'est des livres qui m'ont énormément marqué, qui m'accompagnent depuis toujours. Et ces 3-là, je pense que je me ferai une session dystopie et j'en rajouterai probablement, je relirai probablement La Servante écarlate et je relirai aussi Le meilleur des mondes. J'en profiterai peut-être pour lire aussi Julia 1984, qui est une réécriture de 1984 de George Orwell du point de vue de Julia. J'adore les dystopies. Si seulement elle pouvait ne pas devenir réelle, ce serait super. Dommage. Et après, pour finir dans les essais, il y a L'insoutenable légèreté de l'être. Ce livre, je vais le lire, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. J'ai lu des trucs. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle, juste le titre m'appelle, le fait qu'il soit absolument plébiscité par tout le monde également, mais je pense que c'est le genre de livre qui vous change la vie, et donc j'ai très envie de le lire. J'ai très envie de le lire. Voilà. Milan Kundera, on adore. Ensuite, de quoi est-ce que je peux vous parler? De plein de livres. Résidence Saa de Cho Nam-jo, qui est une auteure coréenne, sud-coréenne, qui a écrit que j'avais adoré. Et du coup, quand j'ai été en librairie et que je me suis rendu compte qu'elle avait un nouveau livre, je l'ai pris sans réfléchir. C'est un livre qui a l'air génial, un thriller qui va parler de la société coréenne. C'est encore une dystopie. La plume acérée de Cho Nam-jo nous livre une dystopie terrifiante dans laquelle elle donne la parole aux minorités invisibilisées. Quoi de plus? Moi, ça me suffit. Franchement, cet auteur m'avait tellement touchée et je me souviens du livre en entier, le plot twist, l'histoire, la pression sociale, le monde du travail en Corée. J'avais trouvé ça mais tellement bien écrit, tellement bien fait, j'étais absorbée dans l'histoire. C'est un livre que je n'ai pas pu poser et je pense que je vais adorer celui-ci. Franchement, merci à Pierre Biziou d'avoir traduit. Après la Corée, on va descendre un petit peu, on va aller au Japon. Pour Haruki Murakami, qui a écrit Kafka sur le rivage, ce livre que je dois lire pour en parler avec mon oncle, je pense, depuis 10 ans, et qui devient une running joke, donc cette année, il est temps. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à me plonger dans ce livre? J'ai lu 1Q84 de cet auteur, que j'ai trouvé absolument absurde, très bizarre. J'en garde des scènes aussi très bizarres, étranges, mais j'en garde des images assez impactantes auxquelles je pense régulièrement. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vois le nom de cet auteur, il a une écriture très particulière. Il a un style qui est bien à lui. Il a une bibliographie très longue. Je ne pense pas un jour me replonger dans 1Q84 parce que c'était quand même très bizarre, mais très drôle à la fois. Et je pourrais même pas vous dire quelle était la leçon de ce livre. C'était juste, j'avais l'impression d'avoir pris des champignons. Et je pense que c'est ce que lui a fait pour écrire ce livre. Mais du coup, mon oncle me parle tout le temps de Kafka sur le rivage et on peut avoir des goûts assez similaires. Donc j'ai très envie de le lire, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'y atteler, mais franchement, je suis très curieuse de lire ce livre. Puis si ça me plaît, il y en aura d'autres de lui que j'aurai aussi envie de lire. Donc voilà, Haruki Murakami, un auteur qui me fait rire parce qu'il est vraiment complètement perché. On va aller en Inde à nouveau, après notre grand-mère Amma, pour lire ce livre qui s'appelle L'équilibre du monde de Rohinton Mistry, qui est un classique de la littérature, qui est traduit de l'anglais. Que vous dire? Moi, l'Inde, c'est un pays que j'ai eu la chance de visiter, pas complètement, parce que c'est clairement un pays continent. J'ai vu 3 villes, j'ai passé 3 semaines, notamment à Mumbai, qui est une ville qui m'a énormément touchée, que j'ai parcouru pendant des heures et dans laquelle j'ai pris énormément de photos que j'adore regarder. Il y a une lumière, il y a une douceur de vivre, il y a la nourriture, les couleurs, les gens, enfin vraiment l'Inde et Mumbai en particulier, ça m'a vraiment, c'est un livre, enfin c'est un livre. L'Inde c'est un livre.
oui, ça pourrait être un livre, une série, une œuvre. Mais en tout cas, c'est un pays très particulier. Et bon, tout le monde le sait parce qu'à chaque fois, les gens reviennent complètement fous de ce pays ou l'ont détesté. En tout cas, ça provoque toujours des émotions fortes. Et donc, j'ai très envie de lire ce livre qui s'appelle L'équilibre du monde et qui est qualifié de roman fleuve. Donc, ce livre, j'ai très hâte de m'y plonger juste pour voir si j'arrive à retrouver cette émotion autour de l'Inde. Il est qualifié de roman de l'Inde contemporaine qui se déroule entre les années 70 et 80 dans un quartier. On va suivre différents personnages et notamment des intouchables. Donc des intouchables, c'est des castes basses, c'est la plus basse des castes qu'on n'a pas le droit de toucher parce que sinon, voilà, ils auraient hérité de ce statut parce qu'ils auraient fait des méfaits dans une vie antérieure. Il qualifie ça, dans le résumé, d'une odyssée d'une nation et une parabole de la condition humaine. Ah bah je pense que ça ira très bien avec Les Misérables de Victor Hugo. Et ensuite, il est écrit un roman fleuve qui nous emporte irrésistiblement. Et ça confirme mon envie de lecture. Donc, merci à mon copain d'avoir mis ça dans ma bibliothèque, dans notre bibliothèque. Parce que roman fleuve, c'est aussi le qualitatif qui est choisi pour présenter Solénoïde de Mircea Cartarescu, que j'ai commencé et que j'annote et que j'adore. Je pense que Solénoïde est beaucoup plus perché que L'équilibre du monde. C'est un roman dont je ne peux pas vous dire l'histoire, ni l'intrigue. Il y en a pas. On est dans le journal d'un personnage totalement fantasque, qui a des réflexions sur tout et tout le monde et tout le temps. Mais sa réflexion principale, c'est sur la réalité. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, on va aussi parler du temps, on va parler de physique, on va parler d'alter ego, de ce qui est possible, de la famille. En fait, en parlant de réalité, on parle de tout, évidemment. Et en parlant de réalité, jusqu'ici, on a parlé de beaucoup de choses, des romans familiaux, des histoires familiales qu'on peut se transmettre, par exemple, et de l'impact qu'elles peuvent avoir, de la façon dont on les raconte. Il y a aussi forcément ce personnage qui s'invente presque des pouvoirs et on n'arrive pas à savoir s'il dit vrai ou faux, et en même temps, vu que ça n'est pas un récit fantastique, on imagine bien qu'il est en train de nous mentir. Bref, c'est un livre que j'adore, que je déguste et que je lis avec beaucoup de lenteur parce que il me demande quand même beaucoup de concentration. Puisque c'est un roman fleuve, il se perd en fait et les chapitres sont construits en boucle et on avance tout petit à petit, comme dans un solénoïde. Donc c'est très bien fait. C'est absolument magique de lire ce livre. Je pense qu'il tombe à un très bon moment pour moi dans ma vie. C'est un livre qui me donne envie de me poser, qui me donne envie de m'atteler à mes gros pavés parce que en fait, j'adore lire des gros livres qui nous accompagnent pendant plusieurs jours, semaines, mois, années pour certains, parce que là je pense à La recherche du temps perdu de Proust que j'aurais pu inclure dans cette liste mais que je ne ferai pas parce que c'est un autre projet et je pense que je ne suis pas prête. Mais ce roman est absolument génial. Il est qualifié du chef-d'œuvre de l'auteur. Et en parcourant le livre, j'ai vu que sa bibliographie est extrêmement longue. C'est un auteur qui écrit depuis les années 90. Voilà. Il nous a offert 10 autres romans en plus de Solénoïde. Si j'arrive à finir ce livre, parce que parfois il y a des livres qui sont tellement bien qu'on n'arrive pas à les terminer parce qu'on n'a pas envie de connaître la fin, peut-être que je m'orienterai vers d'autres de ces romans qui sont malheureusement plus courts, mais peut-être un peu plus accessibles. En tout cas, j'espère toujours aussi fantasque. L'introduction est très touchante puisqu'elle parle, elle est écrite par un homme qui a rencontré l'auteur et qui le décrit presque comme quelqu'un d'enfantin, mais dans le bon sens du terme, quelqu'un qui joue dans des fontaines, qui a une joie de vivre. Et ce que je trouve assez drôle parce que le livre est absolument dramatique quant à sa vision de l'homme, de la vie et de l'humanité. Donc je trouve ça assez marrant d'avoir cette dichotomie entre les deux. Ici, nous avons un livre albanais d'Ismail Kadare. Le Palais des rêves, c'est un peu une dystopie. En fait, il recueille les rêves des gens, voilà, et ils en font quelque chose. Et j'ai pas envie de m'en souvenir parce que je vais le lire très très rapidement là, dans les jours qui suivent. Je vais le commencer en tout cas, mais ça a l'air d'être exactement le genre de livre que j'aime. J'ai quand même peut-être envie de vous lire la fin. Écrit et publié en Albanie en 1981. Ce roman retentit comme un cri de terreur dans la nuit des empires de l'Est, alors à l'agonie, de ces cris que poussent soudain les dormeurs, incapables de sortir tout à fait du cauchemar qui vient de les réveiller. Donc c'est en plus un livre qui est inscrit dans son époque de la guerre froide et des régimes totalitaires de l'époque. C'est des régions que je connais très mal, l'Europe de l'Est, que j'ai envie d'un peu plus explorer, notamment grâce à la vidéo de Qu'est-ce qu'on lit qui avait parlé de beaucoup d'auteurs roumains, estoniens, lettoniens, albanais, et donc je suis ravie
envie d'avoir ces 2 romans. Il y en a un autre que j'ai qui s'appelle L'homme qui parlait la langue des serpents, qui a été plébiscité par Qu'est-ce qu'on lit et par Cornelius. Et c'est un livre que j'ai aussi envie de lire, mais je l'ai pas mis dans cette pile-là parce que c'est pas parmi les livres que j'ai le plus envie de lire. J'ai hâte! Oh là là, que de bons livres. Ensuite, mes amis, il est temps. Il est temps que je finisse l'œuvre de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça y est. Il est temps que je lise le dernier roman qu'il me reste d'elle, L'autre moitié du soleil, dont je ne sais rien, à part qu'il se passe au Nigeria dans les années 60, parce que je viens de le lire, et dont je ne veux rien savoir. Cet auteur... Comment vous parlez de Chimamanda Ngozi Adichie, qui a été pour moi une révélation, qui est une femme noire nigériane, qui écrit des livres absolument sublimes, très poétiques, qui est une femme, une auteure de génie, vraiment. À tel point que j'ai tout lu d'elle, sauf celui-là. Voilà, parce que je me le gardais, mais en fait, je pense que je me ferai un plaisir de les relire, mais que j'ai très envie de découvrir celui-ci. Pourquoi pas d'en lire d'autres d'elle, de les relire en tout cas, notamment l'Hibiscus pourpre qui m'avait tellement touchée, que j'avais tellement aimé, que mon oncle a relu récemment et qu'il a adoré. Donc il est temps. Il est temps, et il est temps aussi de faire la place à ces nouveaux romans. J'ai lu toutes ces collections d'histoires courtes, à part Cette chose autour de ton cou, mais de ces romans, il ne me reste que celui-là, et Dieu merci, il est long. Il fait 600 pages, et donc je vais pouvoir me plonger dedans et passer beaucoup de temps avec, et c'est fantastique. Ah là là, j'ai un petit pincement au cœur, je vous avoue, parce que j'ai pas envie de finir, mais bon, j'espère qu'elle en écrira d'autres, et qui seront plus de cet acabit que du dernier tome qu'elle a sorti, qui n'était pas... C'était pas du Chimamanda comme d'habitude. C'était différent. Ensuite, nous avons À l'Est d'Éden de John Steinbeck, que j'ai très envie de lire juste parce que c'est le meilleur de ses livres. Je sais que ça parle des États-Unis, j'ai pas envie de savoir le reste. Prix Nobel de littérature encore une fois, on fait confiance. Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on ne devrait pas, je sais pas. Je crois que Jeannot Ce Livre a fait une vidéo sur les prix Nobel de littérature. Moi, j'ai très envie de le lire, il a l'air absolument génial. J'aime bien tout ce qui fait référence à la religion. À chaque fois, je trouve que ça soulève des thèmes qui sont hyper intéressants, en tout cas qui, moi, m'intéressent, parce que ça parle du bien, du mal, de ce qui nous fait de nous, ce qu'on est, etc. Donc juste le titre, déjà, m'a plu. C'est décrit comme une grande fresque, personnages et rapports complexes, ça me va. Hop, À l'Est d'Éden, et ça, en plus, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Emma, et une autre qui est sa meilleure amie qui s'appelle Caroline. C'est une américaine et une canadienne, qui le lisent pour leur book club, et je me dis que ça peut être sympa de le lire avec elles. Elles se donnent 3 mois pour le lire, ce que je trouve cool, parce que c'est un grand livre, et c'est un grand livre aussi par ce qu'il représente, et c'est bien de pouvoir y passer du temps. Je ne sais pas si je pourrais le lire maintenant, mais en tout cas, il est là, et j'espère le lire cette année. Ensuite, j'ai ma petite littérature africaine que j'ai très envie de lire. Alors, on va y aller peut-être un petit peu plus vite, je ne sais pas. Non, je vais prendre mon temps. C'est l'année de la prise de temps. C'est cool, mais on va le remplir de façon qualitative. Alors, j'ai envie de lire le dernier livre d'Ayobami Adebayo, qui est une auteure qui a écrit un autre livre qui s'appelle Reste avec moi, qui est fantastique. Je l'ai lu en français, je l'ai lu en anglais. J'adore ce livre. La culture nigériane, la culture autour des prénoms, parler du sujet très délicat de la drépanocytose en Afrique. Et cette plume absolument fantastique qui me fait pleurer à chaque fois. Et là, j'ai envie de chialer alors que je ne suis pas en train de lire son livre. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal à me dire que je vais lire celui-ci. Mais j'ai très envie de le lire parce que c'est une auteure que j'adore, qui écrit très très bien, en qui j'ai toute confiance, alors qu'elle n'a écrit qu'un seul livre, et j'espère lire tous ses livres, et du coup, il faut que je lise celui-ci. Et je suis très heureuse pour elle. Elle a été sur la liste longue du Booker Prize 2023. Au moins, elle a été reconnue là-dessus, donc je suis trop contente. Et j'ai vraiment très envie de me plonger dans ce livre, dont je ne sais rien, mais je fais confiance. Génial, Ayobami Adebayo. Ensuite, on a encore un prix Nobel de littérature, 2021 cette fois, qui s'appelle Abdul Razak Kurna, qui est tanzanien. Et ici, on va suivre l'évolution du personnage qui s'appelle Youssouf, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, normalement, sur fond de mythes à la fois religion africaine, christianisme, islam, créé sur le fond de violence et de corruption de l'Afrique de ces années-là. Ça a l'air d'être hyper intéressant. Le titre, encore une fois, voilà, il y a un thème, À l'Est d'Éden, paradis, j'aime bien. Caleb Azuma Nelson, j'avais adoré Open Water. Je l'avais
annoté, j'ai pleuré, j'ai pris mon temps. J'ai trouvé ça fou parce que c'était lui qui arrivait à mettre le rythme dans son livre et nous, on n'avait pas le choix. Si tu lis comme lui, il a décidé que tu allais le lire. Donc vraiment, ce livre, il est génial. Et c'est un livre, bien qu'il soit court, qui demande du temps et qui est un peu exigeant aussi dans l'espèce on est dans son cerveau et donc parfois c'est pas très clair ce qui se passe, mais vraiment j'avais trouvé ça génial. Et donc j'ai très envie de lire son deuxième roman qui s'appelle Small Words et comme ça j'aurai aussi lu tout de lui et j'espère que très bientôt il nous offrira un nouveau roman, un nouvel essai, quelque chose, parce que son écriture est absolument géniale. Et en parlant d'écriture géniale, Mohamed Mbougar Sarr, un Sénégalais absolument fantastique, qui a écrit La plus secrète mémoire des hommes, qui a gagné le prix Goncourt en 2021, il me semble. Il a aussi écrit De purs hommes, qui est pour moi au-dessus de La plus secrète mémoire des hommes, juste parce que c'est tellement bien écrit. Oh, mais c'est tellement bien écrit. Mais c'est tellement violent et ça parle de sujets qui sont tellement importants en Afrique que vraiment ce livre m'a bouleversée. J'ai adoré les deux et du coup je me suis dit que je voulais lire tous ces livres et j'étais tombée quand j'étais au Sénégal sur Terre Sainte, donc forcément je l'ai acheté et maintenant il s'agirait de le lire. La couverture est affreuse, présence africaine. Vraiment, pourquoi peut-être que je l'apprendrai en lisant le livre. Ce livre a l'air juste ouf. Il date de 1914, de 2014. Il est en plusieurs parties. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne veux pas savoir de quoi il parle. Je fais juste entièrement confiance à cet auteur qui m'a retourné. Et je ne sais pas si c'est le dernier livre qu'il me restera de lui. Je ne pense pas. Je crois qu'il en a écrit au moins 4 ou 5. Et j'espère qu'il nous en offrira d'autres. En tout cas, c'est un auteur dans lequel j'ai confiance et ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc j'ai envie de me replonger dans son écriture et dans sa tête qui est absolument fantastique. Ensuite, pas de la littérature africaine, mais c'est de la littérature américaine cette fois. J'ai envie de lire Giovanni's Room de James Baldwin. James Baldwin, c'est un auteur qui m'effraie autant qu'il m'intrigue. Voilà, et en fait, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce qu'il y a aussi Go Tell It to the Mountain que j'aimerais bien lire, qui a l'air génial, mais je pense qu'en fait, c'est un auteur, malgré le fait qu'il écrive des livres qui sont tout petits, qui doit se lire très lentement. Donc, je vais essayer de faire ça. C'est un auteur américain très connu, homosexuel et qui parle de ce que c'est d'être noir à l'époque. Dans quelles années, je ne sais plus, mais vous voyez ici par exemple, il y a un petit blurb de Colm Tóibín, qui est un écrivain homosexuel irlandais cette fois, qui écrit magnifique, sans peur, tempéré par une connaissance noire de la peine, la plus belle prose américaine de sa génération. Oh là là, c'est une exploration du désir et je trouve ça juste génial. Donc j'ai très hâte de lire ce livre aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de le faire, mais il faut que j'y aille parce que je pense que c'est un auteur qui me plaira. Et juste à lire, enfin 100%. La chambre de Giovanni, c'est à lire. Ensuite, on a White Teeth de Madame Zadie Smith. Je vous montre ce livre parce que je le trouve absolument magnifique, j'adore la couverture. Ne me demandez pas pourquoi, on dirait les vieux tatouages asiatiques de l'époque, je trouve ça trop beau. Alors, d'elle, pourquoi je m'y suis intéressée? Lien, Caleb Nelson Alzuma. Il dit que pour écrire Open Water, il s'est beaucoup inspiré de NW, Northwest de Zadie Smith, donc j'ai acheté Northwest, mais celui qui m'intrigue vraiment, c'est celui-là. Et du coup, j'ai envie de lire celui-là en premier, qui est une énorme brique et qui est en anglais, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire et combien de temps ça me prendra. J'espère juste passer un bon moment, et si j'aime, du coup, j'ai encore NW à lire, et après, il y en a plein. Et notamment celui qui s'appelle Sur la beauté, que j'ai très envie de lire. Ça, c'est pour Zadie Smith. Je veux pas lire l'arrière, j'ai juste envie d'y plonger et j'espère que ça me plaira autant qu'à Caleb Azuma Nelson. Et ensuite, mes chers amis, on arrive à la fin, puisque j'ai envie de parler des livres que j'ai envie de relire. Les livres qui m'ont marqué, au-delà de ceux dont j'ai déjà parlé, il y avait Une si longue lettre de Mariam Abba, qui m'avait époustouflée parce que j'avais l'impression que c'était une lettre qu'elle nous écrivait à nous d'une époque qui paraît révolue mais qui ne l'est pas du tout. Enfin, c'est une femme qui écrit une lettre à une de ses amies parce que son mari a pris une deuxième épouse et que c'est terrible, mais c'est légal. Et c'est un classique de la littérature africaine sénégalaise qui est génial. Une plume, je me souviens d'une très belle plume, je me souviens de sujets très lourds, je me souviens d'une lecture enivrante, de réflexions dures
en fait, envers elle-même et envers sa famille et ce qu'elle remet en question juste parce qu'on lui impose quelque chose qu'elle n'a pas choisi. C'est peut-être l'effet bilan des 30 ans qui me donne envie de relire ce livre, mais vraiment, je l'avais trouvé génialissime. Et j'ai très très hâte de le relire. Ensuite, il y a Ce que le jour doit à la nuit, qui est un livre auquel je pense tout le temps. Et j'ai envie de le relire parce que je ne me souviens pas du tout de l'histoire. Je me souviens juste de l'impact qu'il m'a laissé. J'adore la tête de Yasmina Khadra, qui est un nom d'emprunt, qui est un homme qui écrit avec un pseudo de femme, ce que je trouve absolument génial. C'est un Algérien, c'est dans les années 30, et je me souviens d'une histoire d'amour absolument génialissime. Il me semble que j'avais eu les larmes aux yeux. Et ce livre, j'ai envie de m'en souvenir. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'y aller, je n'ai pas pris le temps de le faire, et en fait, là, je l'ai ramené, donc il faut que je lise à nouveau. Sûrement que j'aurai du coup envie de lire d'autres de ses bouquins. Et Yasmina Khadra, vraiment, j'ai très hâte. Un livre qui m'avait fait pleurer. Oh waouh, ce livre, je me souviens, je l'ai posté sur Instagram, j'ai pleuré, je l'avais dévoré, j'étais haletante pendant la lecture, et l'auteur, j'avais dit merci à l'auteur parce que j'avais vraiment adoré dans mon post, et il avait répondu. Et je m'en souviens, je m'étais dit waouh, oh, quelle chance quoi. Je me souviens vaguement de l'histoire, mais du coup j'ai très envie de me rafraîchir la mémoire, de le relire parce que vraiment, oh là là, mais qu'est-ce que j'avais aimé ce livre. Bah ça parle du Rwanda en plus, donc c'est un peu dur. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau. Oh mon dieu. Après, un livre qui a marqué ma prépa, que j'ai adoré, qui m'a fait adorer le théâtre, qui m'a fait adorer le français, qui m'émeut quand j'en parle, c'est fou. Racine d'Andromaque, j'ai cru que j'avais perdu ma copie, et j'avoue que ça me rendait extrêmement triste, puisqu'elle est extrêmement annotée, pas de la prépa. Il y a des petits post-it, mais en fait surtout à l'intérieur, j'ai écrit surligné, enfin vraiment à l'époque où c'était pas sexy et à l'époque où c'était plus nécessaire qu'autre chose. Mais je crois que j'ai perdu mes cours sur ce texte, mais qu'est-ce que j'avais aimé ce texte, et qu'est-ce que je l'ai lu, parce qu'on devait apprendre des passages par cœur pour pouvoir faire des dissertations, et je m'en souviens plus aujourd'hui malheureusement, mais je pense qu'en le lisant, je vais avoir des réminiscences, et franchement, mais ce roman, enfin ce texte de Racine est absolument génialissime, et c'est parce que j'ai lu ce livre que je me suis remise à lire du théâtre, et c'est parce que je me suis remise à lire du théâtre que j'ai lu Le Cid, et que... Bref, j'adore le théâtre. Voilà. J'adore le théâtre plutôt classique. C'était absolument génial, et c'est son premier chef-d'œuvre en plus. Voilà. Premier chef-d'œuvre de Racine qui lui a valu, à 27 ans, d'être comparé au grand Corneille. Le Cid. Voilà. Andromaque fut à sa création un véritable triomphe. En réinventant l'histoire de la veuve d'Hector, captive de Pyrrhus, roi d'Épire, il inaugurait une nouvelle forme de tragédie où l'amour devenait source de tous les périls et de tous les égarements. Dans cette pièce aux puissants effets pathétiques, marquée par le désordre extrême des sentiments, les personnages, emportés par leur passion, se livrent aux pires excès sans jamais cesser d'être d'authentiques héros. Aïe aïe aïe. Et je me souviens, il y avait un résumé qui disait machin aime machin, qui est mort. Oh là là, j'ai tellement hâte de m'y replonger, de relire mes notes, d'en avoir de nouvelles. Quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre. Et enfin, il est temps pour moi de relire Le Parfum de Patrick Süskind. Chef-d'œuvre. Je sais pas quoi vous dire. Un mec qui a des sens développés, surdéveloppés au niveau de l'odorat, et c'est l'histoire d'un meurtrier. C'est d'ailleurs le sous-titre. Et le principe, c'est qu'il va tuer des femmes pour en faire un parfum. Et juste, je me souviens d''images, exactement. J'avais des images comme ça, en fait, en tête. C'était tellement bien décrit. Je me souviens d'un clair-obscur dans le texte. Je me souviens des odeurs. Je me souviens d'un vieux Paris. Je me souviens d'avoir envie d'être à Paris. Ah, c'était magnifique. Et il faut absolument que je relise ce livre, que je me rafraîchisse la mémoire sur cette histoire et que je replonge dans cette écriture absolument génialissime du parfum et de tous ces livres que je vous ai présentés, et ça conclut notre vidéo. J'espère que vous aviez pris un petit café, que vous étiez posé, et que certains de ces livres vous auront donné envie, et peut-être que vous en avez lu, et si vous en avez lu, s'il vous plaît, donnez-moi vos avis positifs pour me donner envie de les lire, les mettre on top of my list, parce que j'ai vraiment hâte de me plonger dans tous ces livres, et je vais d'ailleurs aller continuer Solénoïde, qui est fantastique, et commencer Le Palais des Rêves, qui a l'air génialissime, et ensuite, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait, parce que je le lirai probablement après. Je vous laisse, et je vous dis à très vite. Bye bye.